Donc bonjour à tous et à toutes. Donc bienvenue et puis merci d'être avec nous pour cette 25e édition des webinaires du CRESEB. Alors aujourd'hui, oui, c'est vrai que la particularité de nos territoires de sages bretons par rapport à d'autres régions, c'est d'avoir tous la gestion de l'eau et des milieux aquatiques jusqu'à la mer et donc d'avoir des problématiques de qualité des eaux et des écosystèmes côtiers qui nécessitent de mieux connaître et comprendre leur dysfonctionnement pour savoir comment agir. Alors, différents projets financés par l'Agence de l'eau ont été engagés en Bretagne avec la mobilisation de scientifiques autour de la qualité écologique des estuaires et leur classement lié à l'indicateur poisson de la directive sur l'eau. Alors, le CRESEB a accompagné les sages Wesco, Audet et Ele Isolaïta dans l'émergence de leur projet commun IMPEC et on a participé ensuite au comité de suivi. Et d'autre part, le sage Rance Frémur nous a fait part aussi de son souhait de partager et comparer les enseignements issus de leur projet Anaconor et de pouvoir partager ça avec d'autres territoires au niveau régional pour avancer sur cette thématique. Alors j'en profite pour rappeler un autre projet intitulé EcoEst sur la même thématique qui a été coporté par le sage Léon Trégor et l'Université de Brest et qui ont été présentés les résultats en novembre dernier lors d'une journée organisée par le Pays de Morlaix et la PPCB. Donc c'est dans l'objectif de poursuivre et élargir ainsi les échanges autour de cette thématique que ce webinaire CRESEB a été organisé. Et puis j'ai l'occasion donc aujourd'hui d'avoir un retour sur les résultats des deux projets, IMPEC et Anaconor, qui vont vous être présentés plus en détail. Donc, nous sommes en compagnie, et je les en remercie fortement, de Niels Tescher, qui est donc chercheur au Muséum national d'histoire naturelle et basé à la station marine de Dinard, et qui a mené l'étude Anaconor et participé au comité de suivi du projet IMPEC, avec d'autres scientifiques, notamment de l'INRAE de Bordeaux et de l'Institut Agro, et peut-être d'autres scientifiques que je n'ai pas identifiés. Donc nous sommes aussi avec Tiffaine Neveu, Anne-Sophie Blanchard et Pierre Timmerman pour respectivement les territoires des sages West Cornouailles, Audet et Élé-Isoldaïta. Et enfin avec Gaël Kervarec et Marion Chapalin pour le sage de Rance Frémur et Bette Bosset. Donc voilà, après l'introduction qui va être faite pour rappeler le contexte par Niels, la présentation va se faire à plusieurs voix, la présentation des deux projets, et nous aurons ensuite un temps d'échange à l'issue des présentations. On préfère refaire les échanges et ne pas interrompre les exposés. Donc voilà, vous pourrez poser donc au fil du webinaire, vous pouvez poser vos questions dans le chat, on les reprendra à la fin et vous pourrez même intervenir en levant la main si vous le souhaitez, si vous préférez. Et puis, donc voilà, un petit rappel. Donc, le webinaire est enregistré, normalement, puisque ça marche. Et donc, merci de couper vos micros, ce qui est le cas, je crois, à peu près pour tous, le temps de la présentation. Et donc, sans plus attendre, je donne la parole à Niels. Eh ben, merci beaucoup, Josette, pour l'introduction. Donc, moi, je suis Niels Techer, je vais vous présenter succinctement le contexte général des estuaires et puis plus particulièrement le contexte des poissons dans les milieux de transition, de manière à introduire un peu les deux présentations qui vont suivre. Alors, qu'est-ce que c'est un estuaire? Déjà, on a tous cette image-là. Donc, c'est un milieu de transition globalement qui va faire le lien entre deux écosystèmes contrastés que sont l'écosystème rivière, qui est l'eau douce, et le milieu marin, du coup, un milieu salé. Donc, pour passer de la rivière au milieu marin, on a globalement des milieux qui sont. Le milieu estuarien est un milieu qui est composé en fait essentiellement de gradients environnementaux, notamment de salinité, parce qu'on va passer d'une salinité de 0 à une salinité de 35. On va avoir une grosse variabilité en estuaire d'un point de vue courantologie, turbidité, gradient de température, et puis aussi des gradients latéraux entre les différents secteurs des estuaires. Et donc cette diversité cette hétérogénéité de conditions va conduire à une mosaïque d'habitats globalement qu'on va retrouver dans les différents estuaires, avec des zones plutôt sableuses, des zones plutôt vaseuses qui sont plus ou moins colonisés par la végétation, et donc une grande diversité d'habitats qui est propice à l'établissement d'une faune et flore diversifiée, mais aussi d'activités humaines.
Alors, les estuaires, d'une manière générale, sont à l'origine de nombreux services écosystémiques, hein. Directement, bah, nous, ce qui nous intéresse en termes de production de poissons, hein, c'est des milieux de nourricerie, on va le voir, pour de nombreuses espèces. On y retrouve des activités de pêche, mais c'est aussi des zones d'hivernage pour de nombreuses espèces d'oiseaux qui vont venir dans ces milieux-là. Et par essence, c'est des zones littorales, donc attractives pour un certain nombre d'activités humaines, hein. On peut notamment citer l'agriculture avec notamment l'utilisation des berges qui sont souvent riches, ou en tout cas du limageur qui est souvent riche pour l'agriculture. Et puis des zones attractives aussi pour l'urbanisation, donc des zones où on va retrouver souvent des densités de population importantes dans ces estuaires. Alors, cette attractivité, elle est aussi associée à de nombreuses pressions qui sont induites par l'homme, soit des pressions directes sur les milieux, hein. On peut citer par exemple l'activité de pêche qui va induire des prélèvements directs de poissons dans le milieu, mais aussi des modifications dans l'occupation du sol, que ce soit à travers l'agriculture ou encore l'urbanisation, qui vont induire des événements d'érosion, mais surtout qui peuvent induire des pollutions, des apports chimiques dans le milieu, donc, mais également des modifications de l'habitat physique, parce qu'on a associé à cette modification des usages du sol souvent des, euh, des modifications aussi hydromorphologiques des estuaires liées à l'endiguement, à la poldérisation ou encore le maintien d'activités portuaires qui vont modifier un petit peu le fonctionnement des milieux. Alors des impacts qui sont globalement très diversifiés et qui vont influencer donc, le fonctionnement de ces milieux et notamment les assemblages biologiques qu'on va retrouver dans ces milieux. Euh, un moyen de regarder un petit peu le fonctionnement écologique des estuaires, c'est de regarder notamment les relations trophiques qu'il peut y avoir entre les espèces. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un estuaire tropical, donc c'est un peu exacerbé en termes de diversité de poissons, mais le fonctionnement est le même en milieu tempéré. Globalement, les relations qui vont unir les espèces dans un estuaire, comme dans tous les écosystèmes, sont assez complexes et dépendent de différentes sources de nourriture, donc des sources de nourriture qui sont soit dépendantes de l'eau douce, du milieu marin, ou encore des sources de nourriture qui sont propres au milieu estuarien, et qui vont soutenir comme ça des relations trophiques plus ou moins complexes entre les différentes espèces. Et on peut imaginer que du coup, quand une voie trophique est perturbée, ça va avoir des ressentissements sur l'ensemble de la chaîne trophique et des relations qui vont exister entre les espèces qui sont présentes dans les estuaires. Alors, au milieu de cette chaîne trophique, les poissons occupent souvent un cadre un peu particulier parce qu'en fait, ils ont la particularité de pouvoir être représentatifs de différents niveaux trophiques. On va avoir par exemple des poissons qui sont des consommateurs primaires, alors que d'autres vont être omnivores et les d'autres encore uniquement prédateurs. Donc, potentiellement différents niveaux trophiques et puis une grande diversité de sources de nourriture. Donc on s'attend à ce qu'ils soient particulièrement sensibles à la modification en fait, du fonctionnement trophique dans les estuaires. Alors les poissons dans les estuaires, ils peuvent être regroupés en fonction de leur guilde écologique. C'est essentiellement lié en fonction du cycle de vie des espèces et de leur affinité, notamment en lien avec les gradients de salinité qu'on va retrouver dans le milieu. Alors, parmi les guildes écologiques qu'on va retrouver chez les poissons estuariens, dans la partie amont de l'estuaire, qui est essentiellement soumis au flux d'eau douce, on va retrouver les espèces d'eau douce, qui sont strictement en eau douce et qui réalisent tout leur cycle de vie en eau douce. À l'autre extrême de l'estuaire, on va avoir les guildes de poissons marins, qui sont des espèces typiquement marines, mais qui vont pénétrer de manière sporadique à l'entrée de l'estuaire, mais qui ne supportent pas des dessalures importantes. Et sur la partie de l'ensemble du secteur estuarien, on va retrouver aussi des espèces résidentes. Donc là, des espèces qui vont être capables de réaliser l'ensemble de leur cycle de vie en estuaire. Donc en estuaire, on va retrouver à la fois des larves, des juvéniles, des adultes, et qui sont complètement, qui réalisent l'ensemble de leur cycle de vie dans ces milieux particuliers. On va avoir également des espèces qui vont avoir des cycles de vie un petit peu plus complexes. C'est le cas notamment des espèces migratrices amphihalines, dites diadromes,
comme par exemple l'angly, le flay ou encore le mulet, dont la reproduction a lieu soit en eau douce, soit en mer. Et ils vont ensuite, les jeunes les juvéniles ou encore les adultes vont tout simplement traverser l'estuaire qui, à ce moment-là, sert de milieu, en gros, de corridor de manière à rejoindre soit l'eau douce, soit l'eau de mer, sachant qu'il y a certaines espèces, donc notamment bah, l'anguille, le flay et le mulet que j'ai présenté ici, qui utilisent également les estuaires comme zone de grossissement, notamment à des stades juvéniles. Et un dernier groupe de poissons, c'est les espèces qu'on appelle marines juvéniles, qui sont des espèces marines telles que le bar ou encore la sole, donc, qui se reproduisent en mer. Les larves ensuite vont disperser dans le milieu marin pour rejoindre les zones estuariennes et côtières où en fait les juvéniles vont grandir pendant plusieurs mois avant de rejoindre la mer. Donc, c'est typiquement des indicateurs de zones de nourricerie. Pour ces espèces-là, les zones, notamment estuariennes, vont servir en fait de nourricerie à ces espèces. Alors, si on regarde comment se distribuent ces guildes écologiques dans les estuaires en termes de nombre d'espèces, eh ben, en fait, sur la partie dessalée, avec des salinités inférieures à 5, en règle générale, on va retrouver beaucoup d'espèces d'eau douce, puis cette quantité va décroître. Et on va avoir le profil inverse. La salinité va augmenter, ben, on va arriver sur des zones où les espèces marines vont être dominantes. Les espèces estuariennes, elles, vont être présentes quasiment sur l'ensemble du gradient. Euh, et les espèces migratrices, donc les espèces diadromes, elles également, sont présentes sur l'ensemble du gradient. Donc ça, c'est une courbe assez caractéristique, cette espèce de cuvette en cloche, où on a une richesse spécifique, donc un nombre d'espèces qui est généralement plus fort en amont et en aval de l'estuaire, alors que la partie centrale de l'estuaire est relativement pauvre en espèces en un point donné. Donc en fait, la richesse spécifique, le nombre d'espèces dans un point de l'estuaire, à une localité précise, elle est souvent relativement faible, liée à des contraintes environnementales fortes. Mais par contre, c'est bien l'hétérogénéité des paramètres environnementaux qui fait que dans l'ensemble, les estuaires présentent de fortes diversités taxonomiques et fonctionnelles, notamment en termes de diversité de guildes écologiques. Et on présage souvent que l'abondance et la diversité du coup de ces guildes écologiques et de ces espèces sont souvent gages de bon fonctionnement et de bonne santé de l'état du milieu. Donc c'est notamment un principe qui est mis en exergue dans le cadre de la bioindication, où on va essayer de qualifier l'état de santé et de fonctionnement du milieu. C'est ce qui est fait notamment dans le cadre de la directive cadre sur l'eau. Donc, il y a un programme de surveillance que vous connaissez pour beaucoup, que je ne détaillerai pas ici, mais qui est basé globalement sur des cycles de 6 années qui visent à déterminer l'état du milieu, proposer des mesures de restauration ou d'accompagnement, et puis d'évaluation derrière de restauration du milieu. Alors pour ça, on a des programmes de surveillance qui nous permettent d'évaluer l'état du milieu et de donner une image, en tout cas, de la qualité du milieu, que ce soit pour l'hydromorphologie, la physico-chimie ou encore la composante biologique dont fait partie les poissons. Pour arriver à ça, donc, on a besoin d'indicateurs pour refléter ces différentes composantes. Alors, dans les estuaires, pour le volet poisson, et on utilise un indicateur qui a été développé par les collègues de l'INRAE, qui est l'indicateur ELFI, qui est un indicateur multimétrique, on va voir à quoi ça correspond, et qui est basé sur un échantillonnage des poissons dans les milieux estuariens. Alors pour ça, il est réalisé sur les différents estuaires bah, des traits de chalut qui permettent d'échantillonner les poissons dans le milieu de manière à qualifier leur abondance et la diversité. Donc, à l'échelle d'un estuaire, il y a beaucoup de traits, un certain nombre de traits qui est fait, qui est réalisé, de traits de chalut de manière à être représentatif de la masse d'eau et de décrire les listes faunistiques, donc les différentes espèces de poissons qui sont observées à cette échelle-là. À partir de cette liste d'espèces, on peut ensuite calculer différentes métriques qui reflètent différentes composantes à l'échelle des assemblages de poissons notamment dans le cadre de l'indicateur multimétrique, donc qui est composé de ces métriques, on regarde notamment la richesse, donc le nombre d'espèces de poissons présents, et ensuite les densités des différentes guildes écologiques que j'ai pu vous présenter tout à l'heure, à savoir la densité totale de poissons, mais aussi la densité de migrateurs, de juvéniles marins, de poissons résidents, de poissons d'eau douce ou encore de poissons benthiques.
Et il a été montré en fait que ces différentes métriques étaient sensibles à l'altération des conditions physico-chimiques et hydromorphologiques des masses d'eau. C'est-à-dire que le nombre d'espèces et la densité de ces guildes a tendance à chuter quand le niveau de pression augmente. Alors, ces différentes métriques, elles sont ensuite agglomérées de manière à obtenir un indice qui varie entre 0 et 1. 1 reflétant un bon état écologique et 0 un état dégradé, donc un mauvais état écologique de la masse d'eau vis-à-vis du compartiment poisson. Et cet indicateur, donc Alphi, bah, il est directement lié à l'indice de pression, donc au niveau de pression qu'on va retrouver sur la masse d'eau. Alors, pour se recentrer un petit peu sur la région Loire-Bretagne, sur le bassin Loire-Bretagne, bah, là, si c'est quelques données qui sont issues de l'état des lieux provisoire du coup 2025, qui est en cours de discussion, où là, sur les masses d'eau qui ont été échantillonnées, 9 estuaires apparaissent en moins que bons, notamment bah, certains des estuaires qui nous intéressent aujourd'hui, comme la Rance ou la Laïta, qui apparaissent en moyen ou médiocre et qui ont été évalués grâce à cet indicateur Elfi. Et du coup, à l'échelle de Loire-Bretagne, globalement, parmi les masses d'eau littorales qui peuvent être déclassées ou qui apparaissent moins que bons, eh ben, une bonne partie, notamment 26% des masses d'eau, pourraient être déclassées liées à l'indicateur poisson, qui présente du coup une valeur inférieure aux autres compartiments évalués. Donc ça pose la question de savoir bah, quels peuvent être du coup les facteurs qui vont induire ce déclassement. Alors, ce qui peut déjà commencer à donner des pistes, ça va être d'essayer d'identifier dans quelle mesure bah, les différentes métriques qui composent l'indicateur sont influencées par les pressions. À l'échelle locale, les comparaisons interestuaires qui ont pu être faites à l'échelle française, en fait, ont montré que bah, l'ensemble des métriques qui composent l'indicateur LFI étaient influencées par le niveau de pression anthropique qui était observé à l'échelle d'un estuaire. Par contre, il a été rarement fait l'exercice de regarder à l'échelle d'un estuaire, est-ce que les pressions localement ont plus ou moins d'effet sur telle ou telle métrique. On a du mal à faire cette décomposition de l'influence locale des pressions sur les métriques. Et de la même manière, en fait, on a vu que la diversité en estuaire, elle était très spatialisée, c'est-à-dire que les espèces ne sont pas les mêmes en chaque point d'estuaire. Donc ça pose la question de savoir dans quelle mesure la stratégie d'échantillonnage qui est mise en place pour déterminer les densités ou les richesses d'espèces peut être influencée par la stratégie d'échantillonnage, donc comment sont distribués les traits. Donc, une influence à l'échelle locale, mais possiblement, les différentes métriques alphi peuvent être influencées par l'échelle régionale. Là aussi, parce que un certain nombre de métriques qui composent cette espèce, qui composent cet indicateur, sont liées à des poissons dont le cycle de vie dépend à la fois du milieu estuarien, mais aussi de milieux connexes, donc le milieu marin et le milieu d'eau douce. C'est le cas notamment pour les espèces migratrices amphihalines ou encore les poissons juvéniles marins. Le cycle de vie dépend à la fois de la qualité dans laquelle les poissons vont pondre, donc le milieu marin et où les adultes vont grandir, mais également de la partie estuarienne. Donc typiquement, pour ces métriques-là, on peut avoir une influence de la dynamique régionale des populations migrateurs ou marins sur nos métriques ELFI. Donc même si notre indicateur Alphi répond nécessairement à un état de dégradation de la masse d'eau localement. Elle peut également être sensible à d'autres facteurs qui agissent à des échelles plus larges. Ce qui implique, dans le cas d'estuaires pour lesquels on a des niveaux qui apparaissent dégradés, d'aller un petit peu plus loin dans l'acquisition d'études, et c'est ce qui a été fait, notamment dans le cadre des deux études qui vont vous être présentées par la suite, à savoir le projet IMPEC et Anaconor. Et je passe la main, du coup, à mes collègues. Bonjour. Merci Nils pour ce cadrage. Anne-Sophie Blanchard, on va faire cette présentation à trois voix, hein, comme l'a dit Josette Launay, parce que le projet IMPEC, hein, donc interprétation et traduction opérationnelle des notes de l'indice poisson estuaire pour la gestion des petits fleuves côtiers, donc c'est fait à l'échelle de trois territoires. Donc le territoire des sages Ouest Cornouailles, Audet et les Isoles Laïta.
Et donc, c'est un projet qui a été porté par trois structures, les trois structures porteuses de ces trois sages, donc le CIOLODES, WESCO et le syndicat mixte du Blavet, du SCORF, de l'ELE et de l'ISOL et de l'AETA. C'est un projet sur lequel on a eu un appui fort du CRECEB et qui est financé dans le cadre d'un appel à projet sur la biodiversité par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Et donc, on a, pour piloter en fait ce projet, on a fait une consultation, et donc c'est le bureau d'études Cinéo qui a répondu à l'offre et qui s'est appuyé sur des scientifiques, et donc des scientifiques notamment Niels, donc par rapport à la station, au Muséum d'histoire naturelle, et puis Mario Lepage aussi de l'INRAE qui est aussi en ligne. J'ai vu que pourra aussi intervenir et préciser des choses si nécessaire. La suivante, s'il te plaît, Niels. Donc, comme je le disais, le projet est à l'échelle de trois territoires, trois estuaires, trois sages et trois structures de bassin versant, où on a partagé le même constat. Alors nous, on parle d'indicateurs, pour vulgariser, on parle d'indicateurs poissons, hein, mais ça correspond à l'indicateur ELFI que Niels vient de décrire, de présenter. Et donc, sur nos trois territoires, on avait des indicateurs qui étaient moyens à médiocres et qui ne correspondaient pas finalement à la connaissance qu'on pouvait avoir, nous, de nos territoires, les acteurs des territoires, notamment les indicateurs poissons qu'on peut avoir en eau douce qui sont plutôt bons sur nos territoires. Donc, on s'est interrogé, on s'est dit, on se pose des questions par rapport à l'IPE, comment interpréter ça. Passer à la suivante, s'il te plaît. Donc, le projet a été initié en 2019, où on a échangé avec ce constat commun entre nos trois territoires, avec le CRECEB aussi, puisque avec l'appui scientifique qu'ils peuvent apporter avec les scientifiques. Et on a monté un projet dans le cadre de l'appel à projet pour la biodiversité marine. En 2000, pour la période, donc on a répondu en 2020 sur le projet sur la période 2021-2024. C'est un projet donc qui est subventionné par l'Agence de l'eau à 70%, avec un coût total de près de 200 000 euros. L'objet, comme je disais, l'enjeu global du projet, c'était de faire le lien entre l'indice poisson et la compréhension du fonctionnement de nos estuaires, avec pour objectif d'avoir des mesures de gestion derrière. Donc, j'insiste sur le fait que c'est un projet partenarial. Donc, on a pris un bureau d'études, donc c'est à l'échelle des territoires, hein, c'est les territoires qui ont piloté ça avec l'appui du CRECEB, mais avec l'appui d'un bureau d'études, mais qui a associé les scientifiques. Et ça, je pense que et des scientifiques qui ont participé aussi à l'élaboration de l'indicateur. Et ça, je pense que c'est une force du projet qui a permis vraiment de co-construire et d'échanger, de bien comprendre les tenants et les aboutissants. Donc, il y avait trois grands objectifs, hein. C'était de confronter justement cet indice poisson estuaire aux données locales, hein, comme disait Niels tout à l'heure. Donc, il y a une influence à l'échelle locale. Donc, en analysant les données de manière approfondie. Deuxième objectif, c'était d'améliorer le suivi et d'observer donc l'ichtyofaune avec les paramètres environnementaux, donc en lien avec les pressions subies sur nos estuaires, donc localement. Et puis, l'objectif, on va dire, final, c'était bien de contribuer à mieux connaître nos territoires, le fonctionnement, en fait, hein, comment fonctionnaient nos estuaires, mais vraiment avec un volet recommandation avec un objectif de gestion et d'action derrière. Ça, c'est vraiment parce qu'on avait un comité de pilotage avec évidemment nos élus. C'était l'objectif de mise en œuvre d'actions concrètes derrière. Niels, je veux bien. Donc, rapidement, hein, ça se décomposait en 6 grandes phases. Donc, d'abord, l'analyse des données des notes IPE de nos territoires, le recensement des données locales et notamment particulièrement les pressions, avec une identification des données complémentaires. Est-ce qu'il y avait des choses, est-ce qu'il manquait de la donnée? Ce qu'on avait mis en phase optionnelle, on se laissait le choix de mettre des analyses complémentaires, des campagnes d'analyses complémentaires. Et ce qu'on a fait, on vous présentera ça tout à l'heure, ce qui nous a permis de croiser finalement toutes ces données-là et d'interpréter en fait les notes de l'indicateur ELFI, hein, l'IPE,
pour au final faire des recommandations. Nils? Merci Anne-Sophie. Donc, Tiffany Neveu pour le Sage Ouest Cornouailles. Donc, je vais passer assez rapidement quand même sur les premières phases, puisque Niels l'a très bien introduit. Donc, la phase 1, nous, a consisté vraiment à mieux comprendre l'IPE et son fonctionnement et les données acquises pour la notation de la qualité de nos estuaires. Donc, on a un peu décortiqué tout ce qui était métrique. Donc, voilà, les pêches GCE au chalut à perche. Et donc, du coup, les fameux métriques, donc les guildes écologiques, voir un petit peu précisément quels étaient nos résultats et où pouvaient être les problèmes. Et aussi comment avaient été estimées les pressions de pollution, puisque c'est la combinaison de ces deux facteurs qui vont donner en fait cette note. Et donc, regarder un petit peu ce qui se passait sur les pressions sur l'habitat, le vivant et l'occupation du sol. Donc, ce que l'on peut, enfin, du coup, ça a permis de soulever des questions, à savoir est-ce qu'il y avait un effet d'échantillonnage par rapport aux notes, c'est-à-dire que en fonction des cycles de suivi des CE là sur les 3 années, parfois il y avait, pour des raisons techniques d'engin et d'accès, pas forcément de remontée de chalut sur l'amont des estuaires. On observait aussi un décalage entre les données migrateurs, donc comme le disait Anne-Sophie, à l'échelle de nos connaissances des bassins versants et des données qui avaient pu être recensées lors des pêches. Et également un effet peut-être lié aux pressions considérées et leurs limites, puisqu'à l'époque, quand l'indicateur avait été calibré, il fallait faire avec les données existantes sur les territoires et parfois les stations contaminantes étaient hors BV. Donc du coup, ce qui nous faisait voilà, nous demander comment pouvoir permettre d'affiner en fait le diagnostic en local, puisqu'on se rendait compte aussi qu'il y avait une perte peut-être d'échantillonnage en amont. Nils, voilà, merci. Donc, concernant la phase 2, ça a été de recenser vraiment les données locales, donc sur trois types de données. Donc, la donnée biologique, donc avec, on s'est dit, voilà, il y a des zones interdidales qui sont non échantillonnées, donc tout ce qui est anses et habitats latéraux qui peuvent être riches, avec aussi la quasi-absence des poissons migrateurs dans les pêches au chalut, donc qui nous ont fait nous poser la question quant à la technique. Sachant que voilà, l'IPE, lui, évalue peu la fonctionnalité de migration, mais plutôt la fonctionnalité de nourricerie, d'alimentation et de croissance. Donc voilà, tout ce qui est capacité d'accueil de l'habitat. Euh, et donc, on a vraiment une vision partielle des assemblages à l'échelle des estuaires. Donc voilà, on avait besoin d'une précision de localisation sur les pressions et les assemblages de poissons avec des données physico-chimiques de différents supports, discontinuité, enfin voilà, avec peut-être des manques et des besoins d'une meilleure compréhension en fait de ce qui se passait réellement à l'intérieur de nos estuaires. Et puis pour ce qui est de pression sur l'habitat et le vivant, c'était aussi de pouvoir peut-être faire une mise à jour puisqu'on avait des données qui étaient quand même parfois anciennes avec des sources plus ou moins variables. Donc il y avait besoin de repréciser un petit peu la connaissance pour nos territoires. Donc très rapidement, on a fait ça a permis d'identifier voilà des analyses complémentaires à acquérir et donc on a pris la phase 4 qui était optionnelle pour réaliser voilà des données complémentaires sur une année. Donc que ce soit pour le volet vraiment poisson, donc le côté plutôt métrique et le côté plutôt pression. Donc on a fait différentes techniques de pêche pour le suivi ichthyophone. Donc le protocole de scène de plage a permis lui contrairement au chalut, de pouvoir identifier la présence de poissons cibles, donc que ce soit des migrateurs ou des poissons d'eau douce, dans les zones plutôt amont et intertidales. Donc ça permettait aussi de compléter un peu la connaissance sur ces secteurs qui étaient pas forcément échantillonnés lors des campagnes DCE. D'un point de vue expérimental, il a été testé aussi l'ADN environnemental, qui fonctionne plutôt en rivière ou en plan d'eau, mais à l'échelle des estuaires, c'est encore un peu compliqué. Ça permet voilà, d'identifier quand même la présence d'espèces migratrices, pardon, et d'un cortège d'espèces plus élevé, sans pour autant donner la source et le nombre d'espèces qu'il y a. Donc voilà, en termes d'interprétation, c'est à prendre un peu avec précaution. Et pour le volet de pression, donc l'objectif c'était de pouvoir refaire des analyses sur tout ce qui était oxygène, donc voir s'il y avait des problématiques en fait d'hypoxie. Et les résultats ont montré qu'il y a eu quand même des désoxygénations constatées au niveau notamment de la Laïta. Et parfois sur les deux autres estuaires aussi, pendant la journée, il y a des moments plus sensibles, même hors saison. Donc ça a permis de donner des informations complémentaires.
Et un suivi aussi a été réalisé dans dans les sédiments et dans les biotes, donc sur des poches d'huîtres dans nos estuaires, pour regarder un petit peu les différents contaminants qu'on pouvait retrouver très localement du coup. Et il a été mis en évidence qu'il y avait des concentrations élevées en métaux lourds, en tributylétain, en HAP, selon les estuaires, et en particulier sur les estuaires de l'Odé et du Goyen, notamment aussi en lien avec les activités de plaisance. Donc, je vais prendre le relais. Donc, Pierre Timmerman du SAGE Eleison Leita. Merci, Tiffany. Donc, en phase 5, on a poursuivi sur l'analyse croisée en fait, entre les pressions identifiées localement et l'interprétation qu'on pouvait faire en fait, des notes de l'indice poisson estuaire. Donc, on a choisi de travailler sur 3 axes d'analyse. Donc, je vais présenter chacun de ces 3 axes. Donc, tu peux passer à la suivante, Niels. Le premier axe, en fait, c'était de voir est-ce que les données de poisson qu'on a collectées dans le cadre de l'étude, elles sont comparables ou complémentaires aux données qui sont utilisées pour le calcul de l'indice. Et donc, en fait, elles sont plutôt complémentaires que comparables. Donc, comme le disait Tiffen, la scène de plage, en fait, qui est un filet qu'on manipule à la main, permet bien d'échantillonner les zones intertidales et les zones amont, donc ce qui est un plus, là où en fait le chalut à perche n'allait pas forcément. Ça nous a permis de trouver des espèces migratrices qu'on ne trouvait pas forcément avec le chalut à perche. Mais par contre, effectivement, c'est pas une technique qui peut amener à évaluer une densité de poissons au mètre carré. Donc, ça permet pas en fait une évaluation derrière des populations, à l'inverse du chalut à perche. Je reviens pas forcément sur l'ADN environnemental, parce que tu l'as bien décrit, Tiffany. Le deuxième axe d'analyse de cette phase 5, c'était de voir comment se classer finalement nos estuaires par rapport à d'autres estuaires bretons en termes de pression. Tout d'abord, vis-à-vis de la chimie, ce qu'on a constaté, c'était donc des contaminations aux métaux lourds, cuivre, zinc notamment, aussi au TBT, donc ça aussi bien dans le biote que dans le sédiment. Par rapport aux estuaires du Goyen et de l'Odé, là on était plutôt sur des contaminations jugées moyennes sur le panel d'estuaires bretons analysés. Donc là, dû notamment aux suspicions des activités portuaires et de navigation. Euh, et on était sur des contaminations plutôt faibles pour la leïta. Et vis-à-vis de la qualité physico-chimique et notamment de l'oxygène dissous, on a jugé les pressions sur le Goyen et l'Odé plutôt faibles, mais par contre plutôt fortes sur la leïta, notamment sur un tronçon particulier sur la zone amont de l'estuaire, où là on avait vraiment des hypoxies caractérisées qui ont été suivies en fait, pendant la durée de l'instrumentation et des mortalités piscicoles constatées. Donc là, on a les rejets urbains et industriels qui sont ciblés comme, comme à l'origine de cette problématique. Moi, je vous ai mis un graphique des hypoxies constatées. On ne voit pas très bien là sur la diapo, mais vous aurez le détail par la suite. En troisième axe d'analyse, l'idée, c'était de voir, et de façon pédagogique, en fait, et de pouvoir même vulgariser ça si possible, les liens entre les assemblages de poissons et les pressions, vraiment très localement, et même si possible, kilomètre par kilomètre, en fait, au sein de l'estuaire. Donc, on a demandé à Cinéo, notre bureau d'études, d'essayer d'imaginer une matrice synthétique comme ça, par point kilométrique. Alors là, on ne voit pas très très bien, mais je vais essayer de vous expliquer ça. Donc, on a en ligne les 2 premiers blocs qui sont en fait les densités de poissons pêchés au chalut, à perche et à la scène de plage. Donc, en colonne par point kilométrique, donc de l'aval, de l'amont vers l'aval. Au troisième bloc, quand on est sur les lignes un petit peu où on voit du vert, on est en fait sur les pressions qu'on a identifiées. Donc que ce soit les pressions en fait de mouillage par rapport à la navigation, d'artificialisation des berges, de dragage de l'estuaire sur les zones portuaires, d'oxygène dissous, de contaminants dans le biote ou les sédiments. Et on a aussi fait figurer en toute dernière ligne en fait la présence là positive donc de zones intertidales, kilomètre après kilomètre en fait finalement. Donc ça nous permet en fait visuellement d'essayer de montrer qu'effectivement on a certains points kilométriques où les faibles densités de population piscicole peuvent être mises en relation avec les fortes pressions observées. L'exemple qui fonctionne bien, c'est le petit tableau en haut à gauche du Goyen,
où l'estuaire est un peu plus petit en fait, et on voit bien en fait que sur le secteur aval, ben, on a un peu toutes les pressions que je citais précédemment, hein, de dragage, de navigation, de pollution dans les sédiments, et en face on a des très faibles densités de poissons pêchés aussi bien au chalut qu'à la scène de pêche. Donc voilà. Et à l'inverse, si on regarde cette fois-ci plutôt les fortes densités de poissons pêchés, on peut localement, de temps en temps, les mettre en relation avec des zones intertidales qui sont existantes et fonctionnelles. Donc, par exemple, sur le tableau du bas de l'OD, ça ressort assez bien qu'effectivement, sur la partie amont, donc les points kilométriques 3, 4, 5, on a des belles densités de poissons et on a des bonnes zones intertidales fonctionnelles en face, euh, comme d'ailleurs sur le tronçon 14, un peu plus en amont. Voilà, merci Nils. Et donc c'est vrai que sur ce troisième axe, on souhaitait encore avoir une autre possibilité de représentation graphique synthétique en fait par estuaire des conclusions un peu de cette analyse croisée. Donc le bureau d'études nous a proposé aussi ce type de schéma. Donc là c'est l'exemple du Goyen où on laisse le tableau des densités de poissons euh, pêchés au chalut à perche et à la scène de plage par point kilométrique qu'on met en relation avec en dessous le profil en long de l'estuaire, donc là le Goyen, où dessus on fait bien figurer les pressions localisées. Donc sur la zone aval du Goyen, on a en pointillé tiré bleu les zones de dragage, de mouillage, les berges artificialisées, et en point jaune, pardon, les pressions fortes en termes de contamination chimique. Et en fait, on les met en relation avec les points kilométriques 8 et 7, donc, que vous avez à gauche du tableau, qui représentent des faibles densités de poissons. Et donc là, on peut avoir visuellement aussi une petite cible qui montre une action à prioriser là, sur ce point kilométrique 7 sur les contaminants chimiques. Voilà. Et sur l'amont, la partie médiane et amont du bassin, au contraire, on a beaucoup moins ces pressions que je viens de citer. Par contre, on observe des belles zones intertidales et donc en relation avec ces densité de poissons plus forte dans les colonnes qui vont du PK point kilométrique 1 en amont à point kilométrique 6. Et donc, on peut cibler comme action quand même de travailler sur certaines anses aujourd'hui qui sont peu fonctionnelles, où il y a des problèmes de continuité parce qu'elles sont fermées en fait artificiellement. Donc voilà, ça nous permet de synthétiser sur un graphique et une représentation schématique géographique de l'estuaire, à la fois les pressions, les densités de poissons et les pistes d'action déjà imaginées à ce stade. Tout ça pour arriver en phase 6, la dernière phase de l'étude de recommandation, où là, l'idée, c'était effectivement d'avoir des orientations d'action avec des objectifs déclinés en objectifs, donc, et derrière des pistes d'action. On a même été jusqu'à élaborer en fait un programme d'action par estuaire. Là, je ne vais pas vous le présenter parce que c'est un peu long, mais c'est disponible si vous le souhaitez. Par contre, là, je vais détailler un petit peu les orientations jusqu'aux pistes d'action pour vous donner quand même une idée des actions qui pourraient suivre suite à l'étude. Donc, dans les grandes orientations, la première, c'était en fait, d'améliorer la qualité chimique de nos estuaires, surtout pour le Goyen et l'Odé. Ça se déclinait en objectif, en fait, de réussir à identifier les activités émettrices et de réduire la pollution à la source. Et en piste d'action, l'idée, c'était de réaliser les schémas de carénage, mettre en place ou améliorer nos réseaux de suivi et lancer des études de flux. Sur le deuxième bloc d'orientation, l'idée, c'est d'améliorer la qualité physico-chimique, notamment l'oxygénation. Ça, c'est plutôt pour l'estuaire de la Leïta, avec pour objectif de réduire à la fois le nombre et la durée en fait, des hypoxies. Là, on peut jouer en termes de pistes d'action sur des ouvrages en fait, existants qui sont manœuvrables aujourd'hui en amont, donc jouer sur l'hydrologie. Mais c'est aussi important d'avoir un réseau de suivi de ces phénomènes de température et d'oxygène, en fait, et d'avoir des études de flux aussi pour voir la part en fait, des rejets industriels de steppe dans ces phénomènes d'hypoxie observés sur certains tronçons de l'estuaire. Le troisième grand bloc d'orientation, qui était vu comme moins prioritaire sur nos trois estuaires, c'était d'essayer d'améliorer la qualité hydromorphologique des estuaires. Donc là, vraiment rétablir les continuités, notamment latérales, en fait, à chaque fois que c'était possible, et que ce n'était plus le cas du fait d'aménagement anthropique. Donc là, comme piste d'action, on pouvait réouvrir certaines anses qui étaient fermées, par exemple, avec des digues en travers, euh, ou travailler sur des mouillages plus écologiques par rapport à la plaisance.
En dernière orientation, on a encore et toujours le fait de poursuivre l'amélioration des connaissances de nos territoires. Et donc, pour conclure en diapositive suivante, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, les estuaires sont des milieux dynamiques, pas forcément simples à étudier, à instrumenter, et pas toujours facile de tirer des conclusions à une échelle très très locale. Par contre, on a quand même pu mettre en évidence à travers cette étude qu'il y a bien une relation entre les densités de poissons observées, pêchées, et les pressions identifiées très localement. Même si cette relation est complexe, elle existe. Et on a pu, sur chaque estuaire, en fait, préciser en fait, les pressions les plus impactantes, les localiser. Donc sur l'Odé et le Goyen, c'est plutôt les contaminants donc on vise plutôt l'activité de plaisance et portuaire qui serait à l'origine de ces contaminations qu'on retrouve dans le biote et dans les sédiments qui sont problématiques. Et pour la Leïta, on vise plutôt comme pression la plus importante, c'est ces phénomènes d'hypoxie, en fait, de baisse d'oxygène sur certains tronçons amont. Donc, en limite de l'étude, on peut dire qu'effectivement, si on a pu localiser certaines pressions au sein de nos estuaires, on peut pas forcément, enfin, on n'a pas forcément cherché encore à identifier l'activité à la base de cette pression et ni quantifier sa contribution en fait à la pression. Et de la même manière, on n'a pas non plus été chercher toutes les pressions externes qui peuvent être nombreuses, comme le changement climatique ou l'exploitation des stocks de poissons en mer, par exemple, qui peuvent, comme Niels le disait en introduction, influer sur certains indicateurs, enfin paramètres de l'indicateur. Et enfin, surtout, l'étude a permis d'aboutir à un programme d'action ciblé pour chacun de nos trois estuaires, et c'est vraiment ce qui était souhaité, que ça puisse quand même se concrétiser derrière. Donc ça, c'est une bonne chose. On pourra vous fournir, si vous le souhaitez, ces programmes d'action. En perspective, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'échelle locale, on a toujours le souhait de valoriser ces données et surtout de réussir encore à bien les vulgariser, les diffuser. Ce qui n'était pas simple au départ, il y a beaucoup de données très scientifiques. Et on souhaite forcément partir sur la phase maintenant de mise en œuvre des actions préconisées, si les financements derrière nous le permettent. Et en perspective pour l'indice, la poisson estuaire, l'INRAE nous disait qu'à l'origine, à la création de l'indice, il était prévu de le revoir 20 ans après. Et donc, on espère que finalement nos données locales peuvent permettre de consolider cet indice pour le consolider, le rendre meilleur à l'avenir et plus représentatif de nos estuaires. Merci. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc c'est Marion Chapalin de l'EPTB Rance Frémur. Je prends la suite pour vous emmener cette fois en Bretagne Nord avec le projet Anaconor. Donc c'est une présentation qu'on fera à deux voix avec mon collègue Gaël Kervarek. Et donc ce projet, ça avait pour objectif d'analyser la connectivité et la fonction de nourricerie pour les jeunes stades de poissons du bassin de la Rance. C'est une étude du coup qui a été menée par le MNHN de 2021 à fin 2022, début 2023 et qui, du coup, a été réalisé plus spécifiquement par Pablo Ro, Niels Techer et Alexandre Carpentier. Donc, on parle un peu sous le contrôle de Niels, qui pourra, s'il le souhaite, intervenir. Et c'était une étude financée par l'Agence de l'eau, la région et le MNHN, ainsi que le PTB. Du coup, l'étude se passe dans l'estuaire de la Rance. Donc, c'est un estuaire de type RIA. En fait, c'est une baie étroite, allongée et relativement profonde, qui est du coup formée par la partie inférieure du fleuve côtier de la Rance. L'estuaire, il s'étend sur environ 20 km de long pour une superficie de 20 km². Et le bassin versant de la Rance s'étend sur un peu plus de 1000 km². Les usages dans l'estuaire, ils sont divers. On y retrouve de la plaisance, du tourisme, de la pêche de coquillages et aussi de la production hydroélectrique avec l'usine marémotrice qui exploite la force des marées. Donc, par rapport à la DCE, la masse d'eau, elle est classée en masse d'eau de transition parce qu'elle est fortement modifiée. Elle est caractérisée par la présence à l'aval, comme j'ai dit, par l'usine marémotrice qui se situe à son embouchure et à l'amont par l'écluse du Châtelet. Et on désigne souvent la masse d'eau par bassin maritime de la Rance, par le terme bassin maritime de la Rance. Comme l'a très bien expliqué Niels, donc je ne vais pas revenir dessus en profondeur, mais juste l'abondance et le cycle de vie la diversité des cycles de vie des poissons estuariens sont souvent utilisés comme bioindicateurs pour évaluer l'état écologique du milieu. C'est le principe qui est utilisé dans le cadre de la DCE avec l'indicateur ELFI.
La rance maritime, elle a fait l'objet d'une évaluation DCE de 2012 à 2014 et elle a été classée en état médiocre. Du coup, ce déclassement, il est principalement lié à, comme disait Niels par rapport aux métriques, il est lié en fait aux faibles abondances et faible diversité d'espèces de poissons par rapport aux autres estuaires français. Et plus particulièrement, malgré une densité en espèces résidentes relativement importante, on a peu d'espèces amphihalines et peu d'espèces marines juvéniles qui ont été capturées et qui sont du coup, enfin, une densité nettement inférieure à ce qui est attendu pour une masse d'eau de transition. Donc l'approche Anaconor, l'étude, elle a été lancée pour mieux comprendre ce déclassement en caractérisant du coup les communautés de larves et de juvéniles de poissons. En fait, la question se posait de savoir si les juvéniles et adultes sont peu abondants dans le milieu, est-ce que les larves, elles sont bien présentes, notamment pour les espèces amphihalines et marines, puisque ce sont les individus, la fraction d'individus qui sont à l'origine des processus de colonisation et d'installation dans le milieu, dans les habitats estuariens. Une autre hypothèse, c'était notamment de tester si la présence de l'usine marémotrice à l'aval pouvait être un obstacle pour, du coup, qui gênerait du coup la continuité entre l'aval et l'amont du barrage. Et aussi se poser la question d'un potentiel biais d'échantillonnage de la DCE. C'est pourquoi on se posait la question de savoir s'il y avait des juvéniles sur d'autres zones, dans les zones intertidales et les marais maritimes, qui sont des zones du coup peu profondes. Et si effectivement on n'en trouve pas, plutôt du coup, ça irait plutôt dans le sens où il y a un défaut d'installation des juvéniles dans oui, des juvéniles dans le milieu. En termes de méthode, du coup, pour pouvoir décrire la dynamique, l'installation et la croissance des larves, le MNHN a procédé à 3 pêches scientifiques en 2021. Le, le plan d'échantillonnage, il a été organisé pour cibler les stades larvaires à juvéniles en déployant plusieurs engins de pêche. Il y avait le filet ectoplanctonique, le chalut à perche et le verveux à aile sur 3 saisons, du printemps à l'automne 2021, du coup en cohérence avec le calendrier biologique des espèces, et en tout lieu avec des stations, comme le montre la carte sur la gauche ici, des stations réparties à la fois sur le chenal, sur les vasières, mais aussi il y avait une station notamment qui n'est pas représentée ici, mais qui est un peu en dessous de la station RB2, qui était une station dans les chenaux d'Herbu. Et aussi, comme pour tester la connectivité entre l'amont et l'aval barrage, il y avait des stations réparties de part et d'autre de l'usine marémotrice. Donc, les juvéniles et adultes de poissons qui ont été capturés, ils ont pu être déterminés sur le terrain. Et pour tout ce qui était larves, elles ont été triées et déterminées individuellement en laboratoire. Et ça a permis de déterminer plus de 3600 larves. Donc, c'était une étape assez chronophage qui a représenté des mois de travail. Et derrière, ces données, elles ont été euh, utilisées par le MNHN en fait, pour décrire la biodiversité à l'échelle locale et régionale. Et là, je vais passer la main à mon collègue Gaël qui va vous présenter les résultats de l'étude. Merci Marion. Donc, on va commencer par les résultats sur les larves avec cette diapo qui permet d'avoir une vision un petit peu synthétique de ces résultats. Donc, ce qui a d'abord été observé par les scientifiques, c'est qu'on avait un déficit d'arrivée de larves issues des espèces qui se reproduisent au large, parce que notamment dans l'estuaire, on avait vraiment une dominance de larves d'espèces résidentes et peu de larves de juvéniles marins et d'espèces amphihalines. Il a été notamment relevé vraisemblablement un problème d'installation des larves dans l'ensemble de l'estuaire, puisque un petit peu à la surprise des scientifiques, on avait essentiellement des stades précoces qui étaient observés, et au fil des saisons et de l'échantillonnage, on ne voyait pas en fait la taille des larves augmenter. On constatait aussi une diminution de l'abondance au fil des saisons. Donc là, il y a toujours une part de naturel, mais finalement, on avait là deux signaux qui faisaient penser à des mortalités vraiment importantes dans l'estuaire et donc à un problème d'installation des larves sur l'ensemble de cet estuaire. Le point positif, c'est que, donc comme l'a dit Marion, la continuité écologique, la perméabilité du barrage pour les larves a été testée et il n'a pas été mis en évidence de problème de continuité écologique lié au barrage pour les larves. Et enfin, donc, on a pu voir que c'est vraiment le centre de l'estuaire qui va être le cœur de la nourricerie. C'est là qu'on a la plus forte diversité d'espèces et la plus forte abondance de larves.
La difficulté dans cette approche larve, en fait, c'est une difficulté de comparaison avec d'autres estuaires, parce que, à notre connaissance, cette étude, c'est la seule étude sur les larves de poissons dans les estuaires bretons. Donc, on manquait de références et d'informations, par exemple, sur les densités de larves dans les autres estuaires pour pouvoir comparer. Donc là, vous avez une première diapo sur les résultats pour les juvéniles et les adultes. Donc des résultats qui ont été marquants pour le territoire parce qu'on avait vraiment des faibles captures à la fois au chalut à perche et au verveux. Donc au verveux, donc la pêche dans le marais maritime, c'est seulement 39 individus de 4 espèces qui ont été pêchés, en sachant que c'est une station qui avait déjà été pêchée historiquement et les résultats étaient bien meilleurs. Au chalut à perche, il est assez frappant de voir que sur 8 des 13 traits de chalut, on n'a eu aucun poisson et qu'au global, on avait 8 espèces pour une densité de poissons de 21 poissons à l'hectare. Donc, ce qui est intéressant aussi, et ce qui a été fait dans l'étude Anaconor, c'est de comparer cette étude, ces résultats, notamment en termes de diversité, avec les deux autres études qui ont été faites sur les poissons de l'estuaire, notamment la thèse de Monsieur Lemao en 1983 et 1985, et les traits de chalut DCE qui ont été faits en 2012-2014. Alors, il faut préciser que les méthodes étaient différentes, notamment la thèse de Patrick Lemao a été, enfin, il a utilisé des engins de pêche plus diversifiés, mais on voit quand même qu'on a une baisse significative de la diversité des espèces capturées, avec notamment des espèces qu'on devrait capturer au chalut, des poissons plats notamment, qu'on retrouvait dans les années 80 et qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Et donc ça c'est un signal pour nous dire qu'on a clairement un déclin de la fonction de nourricerie depuis les années 80. Et enfin, ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder ce qui se fait sur les autres estuaires, donc de comparer les densités à méthode égale. Donc là, vous avez un graphique qui présente les densités pour l'année 2021 de pêche faite au chalut à perche sur le Jodi, le Léguerre et en baie du Mont-Saint-Michel. Parce que finalement, on aurait pu se dire, bah, on est tombé en 2021 sur une autre année, mais donc c'est quand même intéressant de voir ce qui s'est fait sur les autres estuaires. Et vous voyez, hein, le graphique, il parle de lui-même. On a des densités extrêmement faibles par rapport aux autres estuaires. Alors de grandeur, c'est 20 à 30 fois moins. Donc, ce qui met en évidence des abondances qui sont alarmantes au niveau des adultes et des juvéniles. Récemment, là, on a tout récemment eu des résultats de la région Bretagne qui a fait des pêches en aval du barrage et qui ont confirmé qu'on a encore des faibles densités de poissons. Donc, ce qui est intéressant maintenant, ce qui va nous intéresser, nous, gestionnaires, bah, c'est quelles sont les causes de ces dysfonctionnements. Donc, il y a deux grandes hypothèses qui ont été émises dans le cadre d'Anaconor. D'abord, un déficit de recrutement, donc un problème d'arrivée de larves dans l'estuaire. Donc ça, ce déficit de recrutement, il peut être lié à la biomasse de géniteurs, au succès de leur reproduction, à la survie et aux capacités de dispersion des larves. Et l'autre hypothèse, c'est un échec de l'installation lié potentiellement à la disponibilité, à la qualité des habitats, à la nourriture pour ces larves, à la qualité de l'eau, en sachant qu'il y a énormément de paramètres qui peuvent influencer sur celle-ci, et au développement d'algues vertes, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, on a potentiellement un dysfonctionnement au niveau régional, un dysfonctionnement au niveau local de la masse d'eau et du bassin versant. Et la grande question qui reste, bah, c'est de savoir quelle est la part de ces dysfonctionnements dans la dégradation que l'on observe de l'indicateur ELFI. Donc, les pistes d'études qui ont été émises pour mieux comprendre ces dysfonctionnements, si on peut juste revenir, Nils, à la diapo d'avant, c'est de mettre en place un suivi régional du recrutement larvaire dans les zones de nourricerie et au niveau local d'inventorier et d'expertiser les pressions locales. Donc je vous parlais tout à l'heure des algues vertes. On a eu la chance d'avoir sur le territoire des travaux de thèse donc, qui ont été effectués par Émilie Leluerne entre 2014 et 2016 avec Olivier Lepape. Donc c'était une thèse qui avait lieu sur la baie de Saint-Brieuc et sur l'estuaire de la Rance et qui a montré que les algues vertes dégradaient la qualité des d'habitats essentiels au renouvellement de populations de poissons, y compris des espèces d'intérêt commercial.
Donc pour la rance, le protocole il est assez simple, hein. Donc moi on a eu l'autorisation de Émilie Leluerne de synthétiser, vulgariser les résultats et donc d'avoir une validation aussi de cette vulgarisation. Donc ils sont partis de deux vasières qui avaient les mêmes caractéristiques. La principale différence entre ces deux vasières, c'est qu'une était impactée par des algues vertes et l'autre non. Donc, il a été vu qu'il y avait significativement moins d'espèces sur la vasière impactée par les algues vertes, hein, on a un facteur 3. Et sur les graphiques qui sont à droite, vous voyez pour chacune des pêches de 2014 les effectifs de population de poissons sur le site non impacté en haut et sur le site impacté en bas. Donc là, pareil, hein, le graphique, les graphiques sont assez marquants. On voit qu'on a clairement beaucoup moins de poissons sur la vasière impactée par les algues vertes. Diapo Ouais. Donc Ouais. je laisse Marion conclure. Pour conclure, donc on a vu que l'étude Anna Connor, elle a permis de mieux caractériser les communautés larvaires et post-larvaires de poissons et aussi d'inventorier les juvéniles et adultes de poissons dans l'estuaire de la Rance pour réfuter tout ou partie des trois hypothèses que j'ai rappelées du coup dans la méthode. Un, c'était de savoir s'il y avait de la présence de larves dans le milieu. Deux, s'il y avait un problème de continuité lié à la présence de l'usine marémotrice de la Rance. Et trois, est-ce que c'était lié à un biais d'échantillonnage? L'étude, ce qu'elle a permis de confirmer, c'est qu'il y a un état écologique médiocre pour les poissons de l'estuaire. Elle a mis en évidence trois dysfonctionnements probables avec, comme l'a présenté Gaëlle, un déficit en larves provenant de la mer, un échec d'installation des larves et des faibles abondances de juvéniles et adultes, qui ont été également confirmés sur d'autres années avec des études récentes qui ont été réalisées en aval du barrage. Et également, du coup, ça met en évidence un probable dysfonctionnement de la nourricerie en Rance maritime. Comme l'a dit également Gaëlle, les causes des dysfonctionnements sont méconnues. Elles sont d'ordre régional et local. On a une hypothèse écartée a priori qui était la continuité écologique de l'usine marémotrice, qui n'est apparemment pas un problème pour les larves. On a une pression connue parmi de nombreuses autres, c'est les algues vertes, comme vous a présenté Gaëlle. Mais la question de savoir quel est le niveau de responsabilité de cette pression demeure. On a d'autres pressions possibles qui peuvent influencer sur cet état. C'est la qualité de l'eau, la qualité des habitats, de la nourriture, etc. Et du coup, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a la nécessité de poursuivre les investigations pour passer à une étape opérationnelle, mais qu'on se heurte à des difficultés pour établir une liste d'hypothèses hiérarchisées. Diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Et enfin, pour tout ce qui est retour du territoire et perspectives, depuis 2023, les résultats ont été présentés dans diverses instances, au sein de la CLE, de la commission littorale de la CLE, mais aussi à l'occasion de la commission mer et littorale du FEAMPA. Les résultats, ils ont suscité de l'intérêt. Il y a une appropriation du constat d'un état dégradé. On a eu l'étonnement de certains riverains qui fréquentent l'estuaire en disant, bah, nous, on voit du poisson. Pour rappel, l'étude Anna Connor, elle ne montre pas qu'il n'y a pas de poisson, elle montre qu'il y a moins de poissons. Et en termes d'apport de l'étude, l'étude, elle a permis de rendre plus visible, du coup, cette problématique de l'état médiocre sur le territoire. Elle a mis aussi donc en évidence un problème de dysfonctionnement de la nourricerie, un probable dysfonctionnement de la nourricerie. Elle a permis d'écarter des hypothèses et de faire émettre d'émerger des pistes pour mieux comprendre les dysfonctionnements. C'est un sujet qui est préoccupant pour la clé, avec une volonté d'avancer sur les causes et les leviers. Et en termes de perspective, au niveau local, nous, on souhaite concrétiser les suites à donner. Mais comme je l'ai évoqué avant, on se heurte à des difficultés, notamment pour établir une liste de priorités, malgré les nombreuses réflexions et les nombreux échanges qu'on a pu avoir avec les gestionnaires et les chercheurs. Au niveau régional, on se pose la question d'aller vers une prise en main de la problématique à une échelle plus large, notamment pour avancer sur les dysfonctionnements non locaux. Voilà. Merci. Merci. Merci à tous pour vos présentations très claires. Alors c'est vrai que là on avait deux projets très intéressants et donc notre temps d'échange va peut-être être un peu limité, mais on va dépasser l'horaire parce que je pense que s'il y a des questions, c'est intéressant quand même qu'on prenne vos questions et j'en ai pas enfin dans le chat il y a eu des échanges, mais avec les réponses que Anne-Sophie et Tiffaine ont pu apporter. Je sais pas si je ne vois pas de main levée. Est-ce Moi, qu'il y j'ai a ma des... main levée.
Ah, pardon, excusez-moi, c'est mon écran. Ok, mais Mario, vous pouvez y aller, oui. Oui, merci. Alors, c'est juste une réaction un peu par rapport à la fin de la deuxième présentation là, sur la, la piste, la cause locale là, qui a été écartée avec la connectivité, la réduction de la connectivité à cause du barrage. Eh ben, en fait, c'est pas si clair que ça, l'histoire, là, parce que on a fait plein de simulations, nous, avec le modèle qui a été développé par EDF sur la circulation et de l'eau et des sédiments au niveau du barrage. Entre autres, par rapport au problème de dragage et de relargage de sédiments juste en amont du barrage. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que bah, les particules sédimentaires, et on peut penser que les larves de poissons peuvent être pratiquement considérées comme des particules inertes parce qu'elles ont peu de capacité de nage, en tout cas au stade où elles ont été capturées. Et elles passent jusqu'à 3 à 4 fois par le barrage avant d'être définitivement rejetées vers l'extérieur ou repoussées vers l'amont qui leur permettent, ben, justement, quand c'est des particules sédimentaires, d'aller sédimenter plus en amont, quoi. Donc, en fait, j'imagine les petites larves qui font quelques millimètres et qui passent dans la machine à laver là, 3 fois comme ça, parce qu'il y a un sacré bouillon, ceux qui ont vu vraiment le passage de l'eau au remplissage et au turbinage, pour une petite larve qui passe dans ces conditions, c'est pas certain que ça soit complètement inoffensif pour la survie des larves. Donc, ça pourrait être une raison pour laquelle les larves qu'on a capturées à un certain stade, on les a jamais vus grandir plus tard, quoi. C'est-à-dire qu'on les a pas recapturés plus tard, un mois, 2 mois plus tard, avec quelques millimètres supplémentaires, quoi, pour être capable d'établir une croissance, par exemple. Donc, c'est pas, enfin, moi, je rejetterais pas complètement l'hypothèse qui est liée au fonctionnement du barrage, en tout cas, et de la transparence vraiment de l'ouvrage par rapport au passage des larves. Oui, Du coup, Jean-Yves Thiriou, pardon. là, Ah, oui. Ah, il y aura la réponse peut-être? oui, peut-être, je crois que Niels voulait intervenir et Et je Jean-Yves. peux juste répondre très succinctement à Mario, parce que ça fait écho aussi à Gaël de Bretagne Grand Migrateur qui a posé une question aussi dans le chat vis-à-vis de l'évaluation de la connectivité. En fait, dans le cadre d'Anaconda, c'est vraiment le volet connectivité qu'on a regardé dans le sens où en fait, on avait une station à l'amont et à l'aval du barrage, donc de part et d'autre. Et ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas de différence de communauté larvaire entre les deux. Ça veut dire qu'on a exactement les mêmes espèces en termes de diversité et d'abondance, quel que soit le côté du barrage. Donc on est bien transparent en termes de passage. Par contre, ce qu'on n'a pas évalué, et comme tu le soulignes, c'est l'impact que peut avoir le barrage en termes de modification de l'hydrosédimentaire et de l'hydrodynamique locale. C'est sûr que probablement ça a un impact sur la qualité de Ouais. l'habitat, en termes d'accueil des larves, et même potentiellement de survie. C'est ce que tu soulignais, et Ouais. c'est possible, mais ça, on n'avait pas encore les moyens d'aller OK. vérifier cette Et hypothèse. vous n'aviez pas les moyens de vérifier si les larves étaient vivantes ou pas au moment de la capture, Tout à puisque fait. en général, elles sont filtrées, on les met dans l'alcool tout de suite et tout, donc on ne sait pas si elles étaient vivantes ou pas au moment de la capture. Ah ouais, c'est une hypothèse à pas écarter. Ouais. Oui, Jean-Yves Thiriou, la Haute-Rivière de Bretagne. Tous les estuaires bretons, en fait, ont des bassins versants plus ou moins importants, mais dans en général très agricoles. Et j'ai pas beaucoup entendu parler de l'agriculture, de l'influence de l'agriculture sur les poissons des estuaires et la biodiversité en général. Algues vertes, oui, dans la Rance, bon, on a vu qu'il y a une influence, hein, donc c'est le bassin versant agricole du nitrate. Mais je pense aussi à Sud Finistère, l'Audet possède aussi des zones de vasières où il y a des algues vertes. Donc il faudrait peut-être se pencher sur ce problème. Il y a aussi des blooms phytoplanctoniques dus à l'azote et au phosphore, hein, vous savez, dans les estuaires aussi, qui peuvent avoir des influences la biodiversité et les poissons. Et il y a les pesticides. Alors, les pesticides,
bon, quid de leur influence? Bon, on sait que les pesticides ont une influence sur le phytoplancton, mais peut-être, donc indirectement sur les poissons, mais peut-être aussi directement. Est-ce qu'il y a eu des analyses sur ce sujet-là? Merci. Alors, c'est une question qui s'adresse plus, oui, en effet, aux estuaires de Bretagne Sud, puisque vous avez essayé d'investiguer, en effet, ce type de pression. Mais, Oui, sur la partie pesticides, c'est pas des éléments qu'on a recherchés. C'est pas dans les analyses complémentaires qu'on a pu faire. Par contre, en effet, alors on n'a pas eu le temps de tout développer dans la présentation, mais ça a été mis en évidence l'apport des bassins versants et notamment par exemple sur le bassin versant de l'Odet où on a une grosse problématique érosion. Ça, c'est un enjeu qui a été aussi identifié et souligné. Mais voilà, ça n'a pas été la porte d'entrée initiale, mais voilà, c'est des choses qui sont ressorties quoi, et qui continuent à être étudiées, si je puis dire, enfin, qui continueront à être étudiées. Si je peux compléter, peut-être faire un petit saut vers l'étude EcoEst où là, sur une espèce donnée, le flé, donc le poisson estuarien, a été directement mesurer l'impact des produits phytosanitaires sur le poisson. Bon, après, on n'est pas au stade Larbert, hein, le poisson il est pêché à l'âge de 6 mois, mais pour autant, sur des BV étudiés, notamment l'orne et le guillac, hein, avec des cultures maraîchères intensives et donc un usage de phyto élevé, on a pu mesurer et établir des stresseurs importants chez le poisson. Une réaction en fait à la fois à l'apport de pesticides mais aussi à l'apport de nitrates et d'autres substances. Donc cette étude-là, elle a été présentée effectivement à Morlaix dernièrement et je pourrais faire suivre les résultats si j'ai l'accord de l'UBO. Oui, moi je veux bien, merci. Niels, tu souhaitais répondre aussi à l'intervention Oui, mais de juste Thierry? pour compléter très succinctement, donc il y a des études en écotoxicologie hein, qui mettent en évidence l'impact de certains, enfin, certains stresseurs, en tout cas que ce soit pesticides ou autres facteurs d'eutrophisation sur les poissons. Mais on est dans un contexte en fait en milieu estuarien où globalement on est vraiment au niveau d'un réceptacle de bassin versant, hein, où en fait l'ensemble des usages et des événements de pollution ou autres qui vont se retrouver concentrés dans les milieux estuariens. Donc on est dans des contextes où on a souvent des effets cocktails en fait, qui sont liés à des agrégations de pression, différentes sources de pression qui ont des effets et dont on peut des fois difficilement découpler les effets. Et on est dans des contextes où des fois c'est assez compliqué de hiérarchiser l'impact des facteurs sur ces milieux-là. Donc les approches notamment qui ont été faites dans le cadre des estuaires finistériens, elle est assez intéressante parce qu'elle permet d'identifier un petit peu les différentes sources de pression. On va pas forcément sur les impacts, mais vraiment sur un recueil des pressions qui sont identifiées à ces échelles-là, quoi. Je sais pas s'il y a d'autres. Il y a Monsieur Martin qui précise, qui apporte des éléments dans le chat sur les éléments liés à l'agriculture, euh, mais voilà, qui sont pas forcément ciblés sur l'impact dans les estuaires, mais plus en titre de pression moyen comparé à l'échelle française. Je vous laisse les, les regarder dans le chat. Et puis, en effet, ben, Jocelyn, oui, l'étude EcoEst, voilà, c'est quand elle sera diffusable ou que la synthèse sortira, parce que je sais qu'il y avait encore des choses, c'était des travaux qui étaient aussi traduits qui étaient en anglais et qui nécessitaient une traduction, je crois, hein, Tout à pour. fait. Et Mm. par rapport au phyto, juste pour terminer, effectivement, tous les bébés sont pas concernés, hein. Si on prend les concentrations moyennes annuelles, il y en a qui sont plus hauts que d'autres. Sur l'orne et le guillec, on est à 6 à 7 microgrammes par litre en moyenne quand même, en substance cumulée, donc c'est pas rien. Je crois que le seul BV un peu équivalent, c'est le goéland, où on est dans les mêmes teneurs, mais autrement, on est plus à une moyenne de 0,6, 0,7 microgrammes par litre, à quelques unités près, derrière la virgule. Merci, Jocelyn. Monsieur Lepage, vous aviez des précisions à apporter également?
Oui, bah, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il y avait d'autres mains levées, j'aurais pu attendre, mais euh, j'avais noté quelques trucs là comme ça pendant les présentations. Je pense, enfin, c'est utile que tout le monde soit au courant. Il a été dit là comme ça, par exemple, euh, que ce soit le chalutage ou que ce soit la scène de plage, ça fournissait une vision partielle de la communauté. Mais c'est le principe même de la bioindication, de pas tout regarder, mais de regarder qu'une partie de l'écosystème et d'être capable de poser un diagnostic sur l'écosystème à partir de quelques éléments révélateurs, quoi. Je dirais, moi, ce que je donne comme exemple, par exemple, à mes étudiants quand je leur fais le cours sur la bioindication, c'est que si on veut savoir si quelqu'un a la grippe, ben, on va prendre sa température et on n'a pas besoin de savoir s'il a les cheveux cassants, s'il a un ongle incarné ou si il a quelque chose comme ça, quoi. On a besoin de prendre sa température, quelle que soit la façon de prendre la température d'ailleurs, mais on a besoin de prendre sa température pour voir s'il a de la fièvre et si on doit le soigner pour la fièvre. Et donc là, la bioindication qu'on a, c'est simplement un outil qui est là pour nous donner une alerte et après, on doit faire ce qui a été fait dans le projet IMPEC, justement, aller un peu au-delà, aller plus loin pour rechercher exactement ben, si on arrive à trouver des causes qui sont plus profondes et être capable de mettre en place des programmes d'action. Mais l'outil de bioindication en tant que tel, c'est normal qu'il ait une vision très partielle des choses. C'est prévu comme ça. Euh, et puis, il y a une autre chose qui a été dit aussi à propos donc de l'enjeu moyen qui était sur la restauration des anses, là, par exemple. C'était mis pas en priorité, mais plutôt en enjeu moyen. Et en fait, je me disais, c'est un enjeu moyen, mais c'est ce que je qualifierais, par exemple, d'une action sans regret. C'est-à-dire qu'en fait, si on réouvre la connectivité dans ces anses, sans faire de grands travaux et de grandes choses extraordinaires, on va restaurer de la connectivité et on va restaurer un milieu et le milieu sera utilisé et ce sera profitable pour la biodiversité. Voilà. Sans aller plus loin, c'est déjà la première chose qui va se passer. Est-ce que ça aura un effet positif sur la valeur de l'indicateur? Peut-être. Peut-être pas, peut-être plus tard. Mais en tout cas, c'est certainement une action sans regret et qu'il faut absolument mener, même si l'enjeu semble a été qualifié de moyen, quoi. Voilà. Je reste là. Merci beaucoup hein, pour ces précisions et qui peuvent éclairer en effet hein, une partie de l'auditoire aussi, qui peuvent avoir ces mêmes problèmes ou ces mêmes questions sans avoir mené ces études. Et c'est vrai que les échanges qu'on avait aussi avec l'Agence de l'eau, c'était qu'en effet, ces études puissent servir à d'autres secteurs, que ce soit dans la façon de poser les questions, les objectifs des études et qu'elles puissent finalement se nourrir l'une l'autre hein, et puis être des éclairages pour les autres estuaires qui voudraient entrer dans des démarches un peu similaires. On a vu que l'étude IMPEC et Anaconor n'ont pas posé, vu les circonstances locales, hein, le même type d'études. L'une a beaucoup plus posé sur trouver les causes et l'autre beaucoup plus pour apprendre plus précisément où était le dysfonctionnement, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a débordé un peu, mais c'était nécessaire hein, vu les deux projets à présenter. Et c'était la première fois qu'on abordait un sujet aussi riche et je crois où il y a encore plein de questions. Donc on pourra faire d'autres webinaires si nécessaire et si d'autres études se présentent ou travailler par des échanges en dehors de ces phases comme ça de présentation. Je vous remercie tous hein, et puis notamment ben, nos intervenants qui ont fait des présentations très riches et détaillées et très pédagogiques. Et donc, juste pour vous dire, eh ben, en espérant vous retrouver pour nos prochains webinaires, notre programmation pour le trimestre prochain a été, si tu peux mettre en diaporama, Nils, on verra. Et mais donc voilà, ce sera sur d'autres sujets. Le 25 avril sur le sujet des PFAS avec un projet qui va démarrer par et porté par l'INRAE. Là, c'est plutôt un démarrage de projet. Donc, au mois de mai, le 23 mai, sur un outil développé par Elias Ganivet, Université de Rennes 2, qui s'intitule Trajectoire eau et territoire,
Et au mois de juin, la date n'est pas précisée non plus, les intervenants exactement, mais ce sera sur un retour sur le projet Green Seas portant sur les algues vertes et piloté par Valérie Viau de l'INRAE. Donc voilà, qui est un projet de recherche financé par l'ANR. Voilà, donc on vous tiendra informé, puis on continue de toute façon sur notre site à vous apporter des précisions. Et le webinaire donc est enregistré, il sera mis très prochainement en ligne sur le même lien que l'article qui vous a permis d'avoir le lien de connexion pour aujourd'hui. Euh, voilà. Bon, ben j'espère qu'on n'a pas oublié de questions. Non, c'est des messages de remerciement que je donc transfère aux intervenants. Et je vous souhaite à tous un bon week-end et puis au plaisir de se retrouver.